Bonjour et bienvenue sur le podcast de design et collectivité pour construire une carrière qui a du sens. C'est le média et la plateforme d'accompagnement qui vous aident à développer sereinement votre carrière. Aujourd'hui, on va parler de pratiques dans le domaine du design. J'ai eu une discussion super intéressante avec une personne que j'accompagne. Et en fait, on était en train de se demander est-ce qu'on est pour ou contre le fait de dupliquer ces méthodes de design. Et bien en fait, dans mon cas, oui. Et je vais vous raconter tout ça en détail et on va pouvoir aussi en débattre et en discuter ensemble. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on parle de dupliquer ces méthodes de design, spontanément, en fait, les designers ont un effet de crispation. Parce qu'on va penser beaucoup au design thinking qui prétend être la méthodologie de design ou une méthode de design qu'on est censé utiliser pour faire du design. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment comme ça qu'on fait du design. Pour chaque projet, on personnalise l'approche. Et ça, c'est valable pour la gestion de projet en général. Enfin, en tout cas, si vous faites pas une approche de gestion de projet personnalisée, c'est quand même qu'il y a un problème. Parce que chaque projet est différent, donc vous ne pouvez pas calquer exactement la même approche. Par contre, c'est là où vient toute la nuance. Chaque projet est différent, mais il y a des typologies de projets qui reviennent. Par exemple, imaginons que vous allez de nouveau devoir concevoir un comité usager, donc en fait une instance de participation des usagers. Option numéro 1, vous allez recréer de nouveaux outils. Option numéro 2, en fait, vous allez adapter les outils que vous avez déjà créés, garder ce qui fonctionne, améliorer ce qui fonctionne moins bien. Et bien en fait, c'est ça, justement. L'idée, c'est vraiment de travailler sur ces processus de travail pour pouvoir en fait travailler plus efficacement, plus simplement et faire plus de choses en un moindre temps. Parce qu'en design, en fait, on peut vite passer beaucoup de temps sur produire du contenu, des livrables, apporter de la valeur dans l'accompagnement. C'est aussi beaucoup de relationnel. Et donc, en fait, c'est bien de savoir là où vous voulez, en fait, apporter de la plus-value. Et la plupart du temps, on va être honnête, la plus-value, elle n'est pas apportée parce que vous faites, en fait, un super outil au lieu d'utiliser un post-it. La plus-value n'est pas liée forcément à l'outil, mais plutôt liée en fait à ce que vous transmettez, à la méthode d'accompagnement. Je considère vraiment l'outil comme un moyen. Et pour moi, en fait, notamment dans les ateliers de co-création, on peut se passer totalement d'outils. Il ne faut pas être dépendant de ça, parce que sinon, ça veut dire que votre pratique est liée au fait d'utiliser uniquement des outils. Donc voilà, vous êtes un bon outilleur, mais pas forcément un bon facilitateur. Le faciliter ne repose pas sur des outils. Bref, on pourra faire tout un, tout un sujet là-dessus, sur comment ne pas virer dépendant des boîtes à outils. Si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire. Donc, je vous explique un petit peu comment j'ai tendance à procéder. Avant mon départ en congé, en fait, je devais faire pas mal de reporting pour les projets. Ça permet de faire en sorte que quand vous faites du suivi de projet, de clarifier les actions réalisées, les actions en cours et les sujets à suivre. Les sujets à suivre étant notamment, par exemple, dans 1 à 2 semaines, si votre collègue ou une personne avec laquelle vous travaillez, vous allez devoir faire une relance. Ou tout simplement suivre que telle information a bien été transmise. Voilà. C'est un peu souvent ça parfois qu'on peut oublier dans la gestion de projet, c'est les trucs à surveiller que ça a été fait. Parce que ça a été fait de votre côté. Donc, du coup, j'étais dans ma phase de reporting party. C'est quand tu dois faire du reporting sur au moins 5 projets que tu accompagnes. Du coup, je me suis dit, comment est-ce que je fais ça de façon simple, efficace, sans que ça me prenne trop de temps? Parce que on peut vite y passer toute une après-midi. Donc en fait, du coup, je me suis dit, ok, j'ai passé un peu de temps à construire une structure de mail qui soit réplicable, et après, derrière, j'aurais plus qu'à la personnaliser, parce que le contenu, je le connais. Et donc, en fait, c'est ce que j'ai fait. Et justement, en fait, c'est ça tout l'intérêt, en fait, de designer ces processus de travail. C'est de se demander quelles sont les étapes que j'ai tendance à faire régulièrement et comment je peux améliorer la façon de les faire. Ça vous permet de concentrer, en fait, votre processus de design là où vous avez vraiment de la valeur et d'automatiser, de simplifier, d'améliorer les choses sur lesquelles, en fait,
en fait, c'est pas là tout l'intérêt, à moins que envoyer votre note ou compte rendu de réunion soit super important. Ok, mais généralement, la plus-value du designer n'est pas dans la partie que je vais qualifier comme administrative. C'est plus dans la partie créative, normalement, qui est située notre force. Mais on sait jamais, hein, le métier est si hybride, hein, il peut y avoir des changements. Bon, designer son processus de travail, pour ça, il faut déjà identifier une problématique organisationnelle. Bah oui, il vous faut une problématique pour travailler. Identifier un sujet récurrent, quelque chose que vous aimeriez améliorer. Ouais, on fait du design sur nos processus de travail, donc on n'oublie pas que ça part d'un problème concret et d'un besoin surtout. Ensuite, vous allez concevoir un prototype à tester. Dans mon cas, c'était le mail de reporting. Dans votre cas, ça peut peut-être être une boîte à outils qui vous permet de répliquer des outils ou de les réutiliser ou de les adapter. Et après, c'est passer en mode essaimage, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que le prototype a fait ses preuves, par exemple le fameux mail, et vous allez faire une itération, adapter 2-3 petits trucs, et après, c'est parti, comme on dit, on bombarde. Vous avez en fait votre super outil et vous allez pouvoir le réutiliser. Et c'est là en fait où on en revient à notre question de départ. Faut-il ou non répliquer son processus de design d'un projet à l'autre? Et pour moi en fait, je dis oui, du coup c'était la réponse que je donnais précédemment. Parce que c'est important de capitaliser sur ces expériences et éviter de réinventer la roue. Et ça, on le voit assez souvent. Il va y avoir par exemple différents services, différentes structures, différentes personnes qui refont les mêmes choses alors qu'en fait la ressource existe déjà. Et sans forcément apporter une plus-value par rapport en fait à l'outil existant de départ. Mais par manque de connaissances ou d'accès à cette information. Donc c'est aussi capitaliser sur ces expériences, mais aussi les partager avec les autres. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la valeur, c'est de garder en fait une personnalisation là où il faut, dans les processus de design. Tout n'a pas besoin d'être hyper personnalisé. Généralement, le cadrage est hyper personnalisé parce qu'on fait en sorte d'avoir un besoin précis. La façon en fait de formuler la problématique, de faire des itérations dessus, c'est pas forcément là où il y a le plus de personnalisation. Par contre, les tests, la partie d'immersion et d'idéation ont tendance à être plus personnalisés. Donc en fait, c'est comme si qu'il y avait peut-être ça varie d'un projet à l'autre, mais entre 30 et 70% de votre processus de design qui est personnalisé. Vraiment hyper personnalisé aux besoins de la structure. Mais si en fait c'est des projets ou une typologie de projet que vous avez tendance à faire, on va être plutôt sur un ratio de 30 à 50% de personnalisation par exemple. Et ça, vous verrez, ça vous aidera beaucoup. Ça permettra aussi de passer à des modes d'accompagnement qui permettent aussi d'encapaciter des personnes. Parce que du coup, si vous êtes capable vous-même de capitaliser sur votre propre processus, vous allez être en capacité de pouvoir le transmettre. Et si vous pouvez le transmettre, ça veut dire que vous pouvez faire des formations à action pour aider par exemple vos équipes projet ou les personnes que vous accompagnez à faire les choses davantage en autonomie. Donc ça vous permet aussi de moduler par exemple une offre d'accompagnement que vous proposez ou tout simplement votre type de gestion de projet. D'avoir des projets plutôt formation-action et d'avoir des projets plutôt en fait accompagnement, mission en design. Et toi, as-tu pensé à designer tes processus de travail? N'hésite pas à me raconter tes expériences en commentaire. Et si tu veux qu'on en parle ou que je t'aide à construire une méthode qui te ressemble, n'hésite pas, ça serait avec grand plaisir. Je te souhaite beaucoup de réussite, hâte de pouvoir en discuter et je te propose d'écouter le prochain épisode de podcast pour toujours aller plus loin dans la construction d'une carrière créative qui a du sens.